Bonsoir et bienvenue à cette période de formation organisée par les membres d'Ensemble pour protéger nos enfants. Ensemble pour protéger nos enfants, c'est une organisation de parents qui se sont regroupés lorsqu'ils ont été alarmés par ce qu'ils ont entendu de ce que les enfants ramenaient à la maison. Donc, on s'est regroupés ensemble, on a essayé de comprendre ce qui se passait et quand on a vu combien ce que nous ramenaient les enfants de la maison les perturber et nous perturber, on a décidé d'incorporer, de faire une organisation. Et aujourd'hui, nous vous offrons une formation sur ce que l'on a appris et découvert, sur les expériences que l'on a déjà eues avec nos écoles, commissions scolaires et autres. Donc, ce soir, le programme va se diviser, il va y avoir 3 présentations. Vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas mettre vos micros. On a fermé tous les micros. Pendant la première partie, on va donc offrir des conférences. La première sera sur l'idéologie du genre et son impact sur les enfants. La deuxième sur l'autorité parentale. La troisième sur le processus pour demander un accommodement dans nos écoles. Donc, les micros vont être fermés durant cette période-là. Si vous voulez, pendant ce temps-là, au fur et à mesure des conférences, vous avez des questions, vous les mettez dans le clavardage. Ce sera les premières questions auxquelles on répondra à la période de questions. Après cela, ben, chacun de vous pourra euh, appuyer sur le petit cœur en bas pour lever la main et poser une autre question. Le programme devrait durer, on a pensé 1 heure et demie, plus ou moins. Hein, ça va dépendre des questions. Et voilà, je pense qu'au niveau des recommandations, c'est ça. Euh, oui, oui. Alors aussi, la période de toute la séance va être enregistrée. Donc, si à un moment donné, vous voulez prendre la parole, mais que vous ne voulez pas être reconnu, vous éteignez votre caméra, vous pouvez juste vous exprimer sans qu'on vous voit. Euh, et éventuellement, si vous voulez même pendant dans l'enregistrement, qu'on blur votre visage, on pourra le faire. Donc, voilà, je vais vous présenter notre premier conférencier, c'est Monsieur Jean-Léon Lafitte. Jean-Léon est père de, je 3 ans. sais pas, 3 enfants, hein, 3 enfants dont l'aîné a 12 ans ou 13 ans maintenant. 13 ans. Oui. Euh, il est, il est vice-président de Ensemble pour protéger nos enfants, eppne.ca, n'oubliez pas ça. Et il est aussi président de l'Association des parents catholiques du Québec. Et c'est Jean-Léon qui va nous présenter l'idéologie du genre et son impact sur les enfants. Jean-Léon, à toi la parole. Merci Isabelle. Donc, pour l'aspect un peu scientifique, il y a plusieurs scientifiques qui ont parlé, qui ont témoigné des dommages de l'idéologie du genre. Donc, au Québec, il y a François Chapelot, qui est biologiste, qui a dénoncé tout l'enseignement sur la supposée non-binarité, ou le fait que la sexualité serait en fait un spectre où il y aurait une multitude de possibilités, chaque enfant pouvant s'inventer en définitive sa propre sexualité. Alors, l'extrait scientifique que j'ai choisi, ça vient du Collège américain des pédiatres. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ce groupe de pédiatres américains, il y en a plusieurs aux États-Unis, c'est que pour faire une déclaration dans ce groupe-là, tous les pédiatres doivent lire et approuver le texte qui va être ensuite une déclaration de cette association de pédiatres-là. Donc, on parle ici de notions sur l'idéologie du genre qui est enseignée dans les écoles québécoises, qui ont été approuvées par des centaines de pédiatres américains. Et ça met un peu la table sur la gravité de ce qui est enseigné dans nos écoles présentement, obligatoirement, de la maternelle au secondaire 5. Tout le programme de sexualité en est imprégné. Alors, quand on voit ce que les pédiatres américains disent, on voit à quel point la situation est vraiment délicate, incroyable, ce qu'on fait aux enfants. Alors, la déclaration du Collège américain des pédiatres est signée par Michelle A. Cretella, qui est la présidente du Collège américain des pédiatres, par Quentin Van Meter, qui est médecin également, vice-président du Collège américain des pédiatres. Et c'est jointe à eux
M. Paul McHugh, qui est professeur de psychiatrie à la Johns Hopkins Medical School et ancien psychiatre en chef de la Johns Hopkins Medical School. Alors, je lis maintenant les points que ces pédiatres-là apportent sur la question. 1. La sexualité humaine est un trait biologique binaire objectif. XY et XX sont des marqueurs génétiques de la santé et non des marqueurs génétiques d'un trouble. Deuxièmement, personne ne naît avec un genre. Chacun naît avec un sexe biologique. Le genre, c'est-à-dire la conscience et le sentiment d'être un homme ou une femme, est un concept sociologique et psychologique et non un concept biologique objectif. 3. La puberté n'est pas une maladie et les hormones bloquant la puberté peuvent être dangereuses. 4. D'après le DSM-5, 98% des garçons et 88% des filles ayant une confusion de genre finissent par accepter leur sexe biologique après avoir traversé naturellement la puberté. 5. Les enfants qui utilisent des bloqueurs de puberté pour se faire passer pour le sexe opposé auront besoin d'hormones transsexuelles à la fin de l'adolescence. Les hormones du sexe opposé, testostérone et oestrogène, sont associées à des risques dangereux pour la santé, notamment l'hypertension artérielle, les caillots sanguins, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. 6. Les taux de suicide sont 20 fois plus élevés chez les adultes qui utilisent des hormones transsexuelles et subissent une chirurgie de réattribution sexuelle, même en Suède qui compte parmi les pays les plus favorables au LGBTQ. 7. Conditionner les enfants en leur faisant croire qu'il est normal et sain de se faire passer pour le sexe opposé par des moyens chimiques et chirurgicaux tout au long de sa vie est une forme de maltraitance. En fait, une citation du docteur Myriam Grossman pour compléter, qui disait « Le sexe n'est pas assigné à la naissance, tel que on le voit souvent dans nos écrits ici au Québec. Le sexe est établi à la conception et est reconnu à la naissance, si ce n'est pas plus tôt. » Alors, c'était simplement ces points scientifiques-là que je voulais, en début de rencontre, qu'on puisse avoir en tête. Je pense qu'il nous donne une bonne, un bon panorama de ce que peuvent vivre les enfants dans nos écoles avec ce qui est enseigné, puis ça montre un peu la gravité de la situation. Je te redonne la parole, Isabelle. C'était le point que je voulais apporter. OK, ben merci. Je pense que c'est assez clair. C'est assez clair. On pourra en discuter plus après, mais il y a des points tellement clairs et on veut protéger nos enfants de tous ces impacts, au fond de tous les mensonges qui sont racontés dans les médias actuellement. Donc, notre prochaine conférencière, c'est maman de 3 enfants aussi. On les entend. Maman de 3 enfants dont le plus vieux est en 2e année, je ne me trompe pas, et docteur en droit international, donc nous parle aussi en tant que légiste. Elle va nous parler de l'autorité parentale. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est de vous présenter l'autorité parentale, c'est-à-dire le droit des parents, éduquer leurs enfants et accompagner leurs enfants. L'objectif, c'est vraiment d'interpeller les parents et de nous rappeler tous que nous avons un pouvoir, nous avons une responsabilité qui est très, très importante pour protéger nos enfants. Alors, l'autorité parentale, je vais commencer par une définition qui est la définition de la loi. L'autorité parentale ou encore la responsabilité parentale est un devoir naturel et internationalement reconnu qui consiste pour les parents biologiques ou les tuteurs à subvenir aux besoins de leur enfant et à répondre de leurs actes. C'est un devoir, mais c'est aussi un droit qui donne la possibilité aux parents de suivre la vie de l'enfant dans ses détails, à la maison, à l'école et dans ses loisirs. Ce droit est reconnu dans toutes les cultures du monde et
consacré par les conventions internationales que le Canada a ratifiées. Il est entériné par les lois nationales et provinciales. Alors là, je m'en vais maintenant vous présenter les différents textes qui sont importants. Vous allez pouvoir les retrouver sur notre site Internet également. Je vais les passer un à la fois. L'objectif, c'est vraiment vous permettre de prendre conscience du fait que, contrairement à ce qu'on peut penser à la réalité aujourd'hui, qui s'impose à nous, à l'éducation à la sexualité, encore à ce programme CCQ qui ne nous donne pas nécessairement accès, dont on n'a pas nécessairement accès, on a normalement un pouvoir et la possibilité de pouvoir demander le droit de voir et d'être au courant de ce qui se passe dans les écoles, dans les salles de classe. Alors, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne nous dit que tout enfant a le droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents et les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. Les parents et les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de leur intérêt, et de l'intérêt de ceux-ci, pardon. Donc, ça veut dire que c'est important pour nous de garder nos convictions et de nous dire que l'école ne peut pas pervertir nos enfants d'une certaine façon. L'école, le projet scolaire des établissements scolaires dans lesquels se trouvent nos enfants doivent impérativement respecter nos convictions religieuses. Le Code civil du Québec va nous dire dans son article 65 que la garde de l'enfant ait été confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient les raisons, les pères et mères ou les parents conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer à la proportion de leurs facultés. L'enfant reste sous l'autorité de ses pères et mères et de ses parents jusqu'à sa majorité et à son émancipation. En fait, cet article est très, très important. C'est un article central qui nous explique clairement que ce que nous faisons lorsque nous envoyons nos enfants dans les écoles, nous faisons une délégation de notre autorité. On délègue notre pouvoir, notre devoir d'éduquer. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir contrôler le travail qui est effectué par les éducateurs dans les écoles. C'est un petit peu quand on embauche un peintre dans notre maison, il vient pour faire la peinture chez nous, mais nous, on a le droit, en fait, de surveiller, de lui dire, ben là, tu n'as pas bien fait ton travail, il faut que tu recommences. Ben là, c'est pas ce que j'avais décidé. C'est vraiment ça, en fait, c'est un contrat. C'est un contrat, et ce contrat-là, on a le droit de le réviser, de le rediscuter. Mais malheureusement, on se trouve dans une situation où on ne nous donne pas la possibilité de le faire. Donc, on doit prendre conscience en tant que parents qu'on conserve le droit de surveillance et de l'entretien de nos enfants en toutes circonstances, même lorsque nous l'envoyons à l'école. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un texte qui a été mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en son article 26, nous dit les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Alors, c'est vraiment à nous de faire le choix. C'est pour cette raison qu'il y a différentes écoles, des écoles privées, des écoles publiques. On a le droit d'envoyer nos enfants où on veut, mais aussi de les envoyer, de choisir en fait que nos enfants ne puissent pas avoir une éducation qui n'est pas conforme à nos convictions. Alors, la loi sur l'instruction publique du Québec également nous dit que l'école doit faciliter le cheminement spirituel de l'élève afin de favoriser son épanouissement. Le projet éducatif de l'école doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l'école. Ça, c'est très, très important. C'est des dispositions, quand on les utilise devant les directions d'école ou les enseignants, ils réalisent quand même qu'il y a des choses qui sont beaucoup éludées. De plus en plus, on a comme l'impression que l'école a tous les pouvoirs, que le ministère de l'Éducation a tous les pouvoirs sur les enfants. Et quand on envoie nos enfants à l'école, tous les programmes qui sont donnés à nos enfants sont obligatoires et nous n'avons aucun droit de regard. On ne peut rien faire, en fait. Les parents sont dans une situation où ils ont comme l'impression qu'ils ne peuvent absolument rien faire, alors que non, la loi nous dit
on a le droit que le projet éducatif qui est mis en place par chaque école doit effectivement respecter la liberté de conscience et de religion des élèves. Là, je vais vous parler, pour terminer, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989, qui a été ratifiée par le Canada en 1991. C'est un texte international qui est très, très important, qui pose en fait les bases, les balises de la protection des enfants. Cette convention définit déjà l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Alors, son article 14 nous dit « Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi, sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publique, ou les libertés et les droits fondamentaux d'autrui. C'est assez intéressant, cette disposition-là, parce qu'elle nous explique vraiment le travail, en fait, la mission même de l'école. L'objectif de l'éducation, c'est vraiment le développement des capacités de l'enfant. C'est le développement des capacités morales, intellectuelles de l'enfant. Et on se pose la question de savoir si notre programme, le programme actuel du gouvernement, le programme CCQ, permet véritablement d'atteindre ces objectifs. L'article 18, quant à lui, nous dit « La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents, ou le cas échéant à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. » L'article 27 nous dit aussi il est plus précis et définit le développement de l'enfant dont la responsabilité incombe au premier chef aux parents. Cet article précise dans son alinéa 3 que les États viennent en aide aux parents dans l'accomplissement de leur responsabilité première d'assurer son développement. Le rôle de l'État, et la Convention le dit clairement, est d'aider les parents à accomplir leurs responsabilités et pas le contraire. Donc ça, c'est vraiment très important pour les parents de comprendre qu'en fait, l'école est une institution qui a été mise en place pour nous accompagner dans notre mission d'éducateur, dans notre mission de formateur de nos enfants, dans la responsabilité que nous avons à assurer le développement de nos enfants. L'école nous accompagne. Alors, ça ne veut pas dire que l'école se substitue à notre responsabilité, mais l'école nous aide à le faire et à l'accomplir. Par conséquent, l'école doit le faire conformément à nos convictions. Alors, toutes ces dispositions nous rappellent que les parents, malgré les différentes lois qui semblent prôner un recul de l'autorité parentale, comme la loi 15 par exemple, de plus en plus, on réalise que l'autorité parentale est en train de reculer. De plus en plus, on réalise que l'autorité parentale est en train de reculer, notamment avec la loi 15 sur la protection de la jeunesse, qui donne de plus en plus de pouvoir de décision aux enfants de 14 ans et aux mineurs de 14 ans et plus. On se rend compte et on en entend beaucoup parler aujourd'hui que le pouvoir des parents est réduit. Mais à travers les dispositions que nous venons de lire aujourd'hui, on doit se rappeler que les parents restent le premier chef des personnes responsables de l'éducation des enfants et de leur sécurité. Alors, aussi, les parents connaissent mieux les enfants que n'importe quel éducateur. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, un rappel de l'importance de l'autorité parentale et de ce que nous devons nous battre pour protéger nos enfants en toutes circonstances. Parce que ce que nous avons avec les écoles, avec le ministère de l'Éducation, ça s'appelle un contrat. Et les contrats légalement formés tiennent lieu de loi. Il faut les respecter et quand ils ne sont pas respectés, on peut les renégocier. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Non, c'est tout à fait approprié. Je crois que beaucoup d'entre nous ici avons des enfants et des petits-enfants et ça fait partie de nos vies entièrement. Et puis, ce que je retiens essentiellement, c'est que non seulement on a des droits, mais on a le devoir de protéger nos enfants. Et tout ça, ça nous est
octroyé par les chartes, aussi bien internationales qu'au niveau du Québec, qu'au niveau de tout ce qu'a nommé. Alors, c'est à nous de protéger nos enfants. Et non seulement on en a le droit, mais on en a le devoir. C'est pas toujours facile, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies. Maintenant, je vais vous présenter notre prochain conférencier, Abdou. Abdou est papa de plusieurs enfants, mais dont une fille de 12 ans, hein, c'est ça? Et lui a déjà parcouru beaucoup de chemins pour essayer de protéger sa fille de différentes influences qu'il y avait dans son école étant une des écoles pivots, une école à, public. à l'essai dès le début de l'essai du programme CCQ. Donc, on va laisser la parole à Abdou pour qu'il nous parle de son expérience et qu'il nous explique le chemin que nous, on peut prendre pour protéger nos enfants. Abdou, à toi. Merci, bonsoir. Je suis impressionné par l'audience. Après la présentation de M. Jean-Léon par rapport aux professionnels, vu que le cadre est clair et bien posé. Et après la présentation de Titine au niveau des lois et des droits que nous avons et nos devoirs, donc je vais vous présenter, j'ai une modeste présentation que je vais partager tout de suite. On va passer en revue la procédure d'accommodement. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, mais voilà. OK. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Parfait. Donc, on va passer en revue la demande d'accommodement en éducation de la sexualité. Donc, c'est la partie où on passe à l'action. Donc, on sait ce que la loi nous permet de faire, c'est d'utiliser de prime abord ce document. Et c'est une demande d'accommodement que vous pouvez demander à l'école, qui est disponible dans notre site web aussi. Donc, un petit historique euh, par rapport aux cours d'éducation à la sexualité. Ces cours existent depuis 2018-2019, la rentrée scolaire, pour quel établissement? Pour les écoles primaires et secondaires, que ce soit du privé ou du public. Le statut, c'est obligatoire. C'est un peu ça qui cause la problématique. Ils ne nous demandent pas notre consentement, donc c'est déjà obligatoire. Il faut faire les démarches pour s'en exempter. Les cours d'éducation à la sexualité sont inclus dans le programme CCQ, Culture à la citoyenneté québécoise, depuis la rentrée scolaire 2024. Précédemment, ECR, éthique et culture religieuse. Donc, en fait, ils ont changé le chapeau, mais le contenu est toujours là. Donc, il ne faut pas se laisser, disons, duper par ces manipulations. La demande d'accommodement. Voici les étapes à entreprendre vis-à-vis de l'école. Demandez la planification globale en éducation à la sexualité à l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant. Vous pouvez faire ça en parallèle avec la demande d'accommodement. Donc, la demande d'accommodement, c'est à la direction et la planification, vous pouvez la demander dès la rentrée avec le prof, même durant le milieu de l'année. Demain, vous pouvez le faire juste pour déjà essayer de voir le niveau de transparence que l'école a vis-à-vis de vous. Ensuite, vous pouvez remplir la demande d'accommodement et la soumettre à la direction de l'école. Envoyer avec un accusé de réception, il faut que ça soit vraiment daté, soit avec un courriel ou bien avec euh, Post Canada, mais il faudrait vraiment que ça soit bien daté, comme ça vous pouvez faire le suivi par rapport à si ça tarde au niveau du traitement. Donc, vous l'envoyez, il faut l'envoyer au moins avant 30 jours de l'activité. Pourquoi? Parce que si eux prennent 15 jours pour vous répondre et vous l'envoyez après mai, ils pourront vous dire oups, le cours est passé. Donc, ils sont forts là-dedans. Ensuite, vous le faites en amont. Moi, je vous le dis, je l'ai fait au mois de septembre à la rentrée, donc j'avais déjà le programme au mois d'août, donc je l'ai envoyé au mois de septembre. Donc, la décision est supposée vous revenir dans les 15 jours. Pour EPP1E, on sait que l'envoi de ce genre de demande peut engendrer
on va dire, des ralentissements dans la procédure, soit par méconnaissance, soit par... donc, il y a pas mal d'éléments. Les parents, ils veulent le faire, mais il peut y avoir des freins. Donc, on a essayé de voir quel type de frein il peut y avoir. Donc, on a un processus d'accompagnement, hormis le téléchargement du document. Donc, voici le processus qu'on a établi au niveau de EPPNE qui vous permet de ne pas vous sentir seul. Même si ce soir, vous téléchargez le document, sachez qu'il y a 2, 3 étapes, voire 4, qui vous permettent de euh, aller chercher de l'aide. Donc, première étape, on voit bien ici, c'est le formulaire. Vous le téléchargez. Ici, il y a le lien. Donc, c'est un PDF. Je peux vous le montrer ici rapidement. C'est un PDF qui est sur le site ici. Je peux mettre l'adresse dans le chat aussi tout à l'heure. Donc, c'est juste 2 pages à remplir. Ensuite, quand vous allez le parcourir, vous allez forcément vous poser des questions et à ce niveau-là, on a une FAQ. Donc, pour les questions, vous passez à l'onglet FAQ et là, vous pouvez voir 1, 2, 3, 4. Vous développez et vous pouvez voir le déroulement. Il y a une douzaine de questions qu'on a prévues qui permettent les premiers pas. Et il y a aussi une partie ici dynamique. Vous pouvez créer votre propre question et on va l'alimenter. Donc, c'est vraiment participatif et on compte sur vous pour enrichir notre FAQ. Il y a aussi un troisième, on va dire, aspect d'accompagnement, c'est au niveau de l'argumentaire, pour pouvoir argumenter on va dire, votre demande. Il y a des préceptes religieux qu'on a instruits, on a, dépendamment des religions, bien sûr, il y a aussi tout simplement pour des libertés de conscience. Donc, il y a plusieurs modèles sur lesquels vous pouvez vous reposer qui vont vous inspirer si vous avez besoin d'aide de ce côté-là. En quatrième étape, on a aussi dire le suivi. C'est comme une boucle de retour. C'est pas pour vous laisser comme ça. C'est une boucle de retour parce que là, on a un projet aussi de colliger les résultats en cas de refus, en cas de s'il y a par exemple un pattern qui s'installe au niveau d'une école, qu'on voit que c'est systématiquement refusé. Donc, c'est une veille qui nous permet justement de faire une analyse et qui pourra aussi constituer des éléments pour des dossiers juridiques éventuellement. Parce qu'avec une seule donnée, on ne peut pas vraiment déduire ou bien avoir un portrait, disons, qui est systématique du gouvernement à refuser les accommodements. Donc, ils n'ont pas fait la preuve qu'ils disons, accordaient des accommodements. Donc, nous, le plus qu'on dépose et qu'on arrive à prouver que finalement, il y a des refus systématiques fondés sur rien du tout, c'est juste parce qu'ils n'ont pas de réponse et qu'ils ne peuvent pas créer un précédent. Donc ça aussi, c'est un élément où vous pouvez participer avec nous pour constituer disons, ce faisceau d'indices pour prouver que non seulement il y a l'obligation, mais en plus, ils nous enlèvent même le droit de l'accommodement. Donc ça, c'est un travail collectif sur lequel on demande votre participation active. Des sections à remplir dans le formulaire, il y en a 4. Elles sont très très simples. Votre identification en tant que tuteur, les informations sur l'enfant, son niveau scolaire et tout. La nature de la demande, vous identifiez le cours, même si ça ne l'est pas mentionné dans le formulaire. Je vous invite à le faire parce que c'est pour vous éviter une catégorisation comme quoi vous êtes contre CCQ. Il faut vraiment préciser la thématique pour dire non, je ne suis pas contre le cours, je suis contre une activité bien précise. Et si vous trouvez qu'il y a 2 activités, je vous invite à faire 2 formulaires séparés. Il faut vraiment que ça soit distinct et que le refus soit distinct. Ne les laissez pas utiliser des formules génériques pour faire des refus. Il faut vraiment que pour chaque cours, pour chaque enfant,
utiliser le formulaire et justifier vos arguments. On a les modèles, on a les préceptes religieux, catholiques, musulmans, agnostiques, peu importe, il y a tous les préceptes que vous pouvez utiliser. Le motif de la demande, donc vous pouvez choisir par exemple pour l'atteinte à la liberté de croyance, de conscience, c'est dans les chartes québécoises et canadiennes. Vous pouvez euh, prendre une des libertés qui vous sont chères et les mettre en avant pour le motif. Le préjudice, c'est très très simple. C'est un préjudice direct pour l'enfant et un préjudice indirect pour la famille et vos valeurs. Donc, il faut y aller vraiment sur tous les angles. Il y a un préjudice sur votre droit prioritaire d'éducation et il y a un préjudice sur l'équilibre de l'enfant parce qu'il se retrouve avec deux références qui se trouvent en majorité du temps contradictoires. Donc, on ne peut pas vivre avec des contradictions. Donc ça, c'est un petit peu pour vous décrire les sections. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que 4. Et vous pouvez commencer par remplir 2 sections et vous documenter pour le reste pour vous assurer que le document réponde à disons, à votre exigence. Très, très important de préciser le préjudice, pas juste pour l'enfant. Comme je vous dis, à tous les niveaux, il y a un préjudice. On protège nos enfants, mais on protège aussi la culture, nos valeurs, la transmission, ça aussi c'est très important. Donc en cas de refus, vu le caractère obligatoire et la volonté du gouvernement de s'assurer d'une inclusion du plus grand nombre des élèves dans la société québécoise, il se peut que certaines demandes soient refusées pour un manque de précision lors de la rédaction. Néanmoins, voici deux. Donc, ils pourront toujours vous dire, ah, c'est pas clair, votre religion n'est pas sincère. Moi, j'en ai lu des vertes et des pas mûres sur ça. Donc, c'est tellement ridicule que on a besoin quand même des feedbacks, mais ça va pas s'arrêter là au niveau de votre processus. Vous pouvez toujours rappeler l'école, dire, écoutez, je vais l'entrevue, entretien, on peut en parler. Si vous dites c'est définitif, pas grave. Vous déposez une plainte au protecteur régional de l'élève. Ils ont 20 jours pour vous répondre. Et là aussi, vous pouvez nous revenir avec la réponse et leur argumentaire. Donc, et en dernier, bien sûr, les retours juridiques. Là, nous, on prévoit vraiment quelque chose de recours collectif parce qu'on sait que ça coûte de l'argent, mais jusqu'au dépôt de plainte au protecteur régional ou national, ça ne coûte absolument rien, à part du temps à consacrer à l'action et à l'envoi et au suivi. C'est tout. Donc, les ressources documentaires. Pour commencer, il faut déjà vous renseigner sur les cours, même si le prof vous cache l'information et que vous arrivez à identifier qu'il y a une opacité, tous les éléments qui montrent qu'il ne collabore pas, qu'il ne vous donne pas les dates, qui font tout pour vous, qu'il n'y a aucune transparence. Il y a quand même des ressources qui vous permettent au moins d'avoir une idée du contenu. Donc, on a une formation qui commence de la maternelle jusqu'en secondaire 5. Ici, le PDF, disons, collige un petit peu tous les niveaux avec leur contenu d'une manière, au moins au niveau des titres. Donc, vous avez ce PDF, vous identifiez directement la matière. Ensuite, vous avez ici 2 autres fichiers pour le primaire et un autre pour le secondaire. Donc, celui d'en haut, attendez, je vais juste faire ça, voilà. Celui d'en haut ici, c'est pour le primaire, là je vais corriger la coquille, et celui d'en bas, c'est celui du secondaire. Donc, on arrive à lire ici dans le PDF préscolaire primaire et ici détail secondaire. Donc, vous avez ici des fiches plus détaillées. Et tout ce que je vous donne, c'est officiel, c'est le gouvernement, personne ne va vous dire c'est périmé, c'est toujours à l'ordre du jour. Ensuite, un petit rappel ici. Le Canada, attendez, je vais juste le mettre ici. Le Canada est fondé sur sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Donc, c'est dans la charte. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne se prévale pas des chartes canadiennes ou québécoises pour faire. Ils vont tout faire pour que vous n'utilisiez pas ça. Jusqu'à preuve du contraire, ça se périme pas et c'est pas renouvelable et c'est même pas négociable. Donc, informez-vous et utilisez vos droits. Et il faudrait les pousser à l'erreur
parce qu'ils sont hors la loi. Et je vous le dis, ils sont hors la loi. Il n'y a qu'à voir la manière dont ils ont installé ça. C'est vraiment d'une manière pas vraiment consultative ou quoi que ce soit. Ça a été imposé aux parents. Donc, je vous remercie de votre attention et on laisse place aux questions. Merci Abdou. Merci Abdou. Donc, on comprend que devant les difficultés, devant les examens, devant ce que nous ramènent les enfants, on n'est pas les mains vides. OK? Il y a des recours et on doit les utiliser. Et que le PPNE va vous aider si jamais il y a besoin. Euh, donc, notre prochain conférencier, mais on va rappeler M. Lafitte, qui lui a fait face à une situation dans sa classe. Son enfant lui a ramené des paroles assez alarmantes de ce qui est enseigné dans sa classe et il a suivi le processus dont vient nous parler Abdou. Il va nous partager son expérience. Oui, Après ça, nous passerons à la période de questions. merci Isabelle, merci Abdou. Pour revenir sur les démarches d'Abdou, je voulais juste mentionner euh, peut-être une phrase d'un écrivain Solzhenitsyn qui a connu le communisme. Parce que je vais parler des témoignages, de l'importance des témoignages et des démarches qu'on fait. Mais aussi, le témoignage, c'est tout le monde qui peut l'apporter. C'est pas seulement que les parents, c'est toute personne dans notre société. Puis, je trouvais ça important de citer Solzhenitsyn, qui avait combattu un totalitarisme très imposant en URSS. Et il avait cette phrase. Il disait, je n'ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m'opposer à l'énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. Puis cette phrase-là, je la trouve importante parce que ça montre que tous, on a un rôle à jouer qui est très important. On ne combat pas quelque chose d'aussi imposant que le communisme en URSS, mais le gouvernement compte sur notre silence. Puis ça, on le voit dans les écoles partout. Un des premiers arguments qu'ils vont nous présenter et qui va être faux quand on fait une démarche, c'est de dire qu'il n'y a pas d'autres parents qui font des démarches ou qu'on est tout seul à penser ça, ce qui est complètement faux, mais on va nous le répéter très souvent. Alors, c'est important de parler, de témoigner, parce que ce qu'on combat, on l'a vu au départ, ça va contre des préceptes scientifiques, mais contre le bon sens. Puis beaucoup de gens partagent partout dans la société le combat qu'on a, mais comme on essaie de les isoler ou de leur faire croire qu'ils sont seuls, ils ne parlent pas. Alors, notre témoignage, notre démarche va donner de la force aux autres. Ça, c'est le premier point positif de ce qu'on fait quand on témoigne. Un des autres points, c'est que à chaque fois qu'on fait une démarche, le gouvernement en tient compte dans les statistiques. Il est au courant du nombre de personnes qui s'opposent au cours et qui veulent faire respecter leurs droits, leur autorité parentale. Enfin, on a des témoignages aussi, on a certains parents, ça arrive, qui rencontrent des professeurs qui sont tout aussi conscients qu'eux que le cours d'idéologie du genre et du délire et qui vont leur donner l'agenda du cours et leur dire oui, vous pouvez retirer votre enfant, qui vont être très coopératifs et même parfois des directions d'école qui vont favoriser les parents en leur disant ben, vous avez raison, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui est enseigné, mais le gouvernement nous oblige. Alors, si vous voulez retirer votre enfant ou allez-y, on ne vous causera pas de problème avec ça, on vous comprend très bien. Alors, on peut trouver des alliés un peu partout quand on est devant un enseignement aussi délirant, aussi fou que ce qui est enseigné dans nos écoles en ce moment. Alors, je vais vous donner un peu mon témoignage. Je m'excuse auprès de ceux qui pourraient peut-être l'avoir déjà entendu. Mon enfant est en secondaire 2, il a 13 ans. Et cette année, on a retiré l'agenda. On a refusé de donner l'agenda aux parents du cours d'éducation sexuelle. Alors, c'est arrivé à 2 reprises, 2 cours au début de l'année qu'il a eu avec le sexologue. Puis, il y avait déjà eu un premier point qui était problématique quand la sexologue avait dit aux enfants qu'à l'âge qu'ils avaient maintenant, ils avaient, jusqu'à présent, c'était leurs parents qui étaient leurs éducateurs qui leur donnaient l'information. Mais maintenant, que l'information venait de gens extérieurs, de leurs amis, des professeurs, et que peut-être il y avait des personnes plus compétentes à ce moment-là sur certains sujets.
Implicitement, ce qu'on veut dire, c'est que maintenant, le professeur qui parle, la sexologue, elle est probablement plus compétente que le parent. Ça, c'est un stéréotype euh, qui est sur ce que savent les parents ou ce qu'ils peuvent dire ou pas à leurs enfants. C'est un stéréotype très répandu chez les sexologues et les professeurs. Donc, c'était un des premiers points que le professeur apportait. Elle a dit à mon fils en secondaire 2, 13 ans, que maintenant, il pouvait avoir des relations sexuelles avec un jeu de 2 ans environ, donc avec des enfants de 15 ans. À partir de 12 ans, ils enseignent qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles avec 2 ans d'âge de différence. Lorsqu'ils sont un peu plus vieux, ils peuvent avoir jusqu'à 5 ans de différence. Donc, une fille de 14 ans, 5 ans, ça veut dire qu'elle peut avoir des relations sexuelles avec un élève du cégep, de secondaire 1, ou inversement, un garçon de 14 ans en secondaire 2 pourrait avoir des relations sexuelles avec une fille du cégep. Et pour eux, il n'y a pas de problème avec ça. C'est dans les normes. C'est maintenant légal, donc il n'y a aucun problème. Ils l'enseignent comme tel. Ce qu'on a enseigné à mon fils, c'est qu'à 13 ans, il pouvait former un couple. Mais un couple, c'est pour eux, ils ont enseigné que ça pouvait être à 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ça peut être à plus de personnes que ça. Mais à ce moment-là, on change de nom. On n'est plus dans une notion de couple. On peut vivre ensemble, avoir des relations sexuelles jusqu'à 30 personnes. On appelle ça à ce moment-là une communauté. Il y a quelqu'un qui faisait la remarque que lorsqu'on enseigne ça aux élèves, jusqu'à 30 personnes, habituellement, les classes sont environ de 30 élèves. Alors, c'est un message assez incitatif d'une certaine façon, assez fou, hein, de dire aux élèves qui forment une classe de 30 personnes qu'ils peuvent former une communauté à 30 personnes pour vivre ensemble et avoir des relations sexuelles. Le professeur enseignait également qu'elle a écrit au tableau l'engagement dans le couple comme un titre et elle efface le mot engagement. Ça disparaît et elle le remplace par le mot participation. On ne s'engage pas dans le couple, on participe. Alors, pendant ce cours-là, il y a des enfants qui ont quitté la classe. Mais il y avait la sexologue en avant et le professeur à l'arrière de la classe. Le professeur à l'arrière de la classe, régulier du cours de CCQ, est allé chercher les enfants dans le collège, les a ramenés dans la classe pour qu'ils suivent le cours. Il y avait des enfants qui ne voulaient pas écouter, qui se bouchaient les oreilles, qui regardaient leurs pieds, qui faisaient autre chose. Et le professeur à l'arrière de la classe vérifiait qu'ils n'écoutaient pas pour les ramener attentifs à ce que le professeur disait. Alors, c'est quelque chose de très grave parce que en plus d'être des notions, il y a des choses qu'on donne aux enfants. Moi, quand mon fils est revenu, il n'avait jamais imaginé des histoires comme ça de 30 élèves. En fait, nous, on appelle ça de l'échangisme ou des partous. Mais c'est ça. C'était jamais venu à son esprit. À 13 ans, on est venu lui donner des notions comme celle-là, en disant que c'était possible, puis que c'était normal. Alors, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement choquantes. Puis, c'est ça, à ce moment-là, j'ai rencontré la direction, j'ai demandé qu'on me donne pas le contenu en général du cours qui est donné sur les sites gouvernementaux, qui sont des résumés et bon, qui n'entrent pas dans les détails. J'ai demandé le contenu exact du cours, de ce que le professeur de mon enfant donne, lui. Parce que chaque professeur est libre d'enseigner un peu ce qu'il veut, du moment qu'il est dans un certain narratif. On peut enseigner des folies comme celles qu'on a enseignées à mon enfant. Alors, j'ai demandé, puis ça, je trouve ça très important, de demander le contenu exact de ce que le professeur va donner à votre enfant. Et ça, en plus de l'agenda du cours. Puis, ce que je fais depuis ce temps-là, ils ont refusé de me donner l'agenda et le contenu exact du cours, ce qui m'empêche d'exercer mon droit et mon devoir de surveillance sur l'éducation de mon enfant, puisque j'ai aucune idée de ce que le professeur va enseigner. Depuis ce temps-là, alors je retire mon enfant du cours de culture et citoyenneté québécoise. Et ce qui est important pour l'école, c'est simplement de savoir que l'enfant est en sécurité. Donc, parfois, l'école va offrir le service de l'envoyer à la bibliothèque ou d'avoir quelqu'un qui s'en occupe, mais habituellement, ça les dérange. Donc, ce qui est important pour le parent, c'est de prendre l'enfant avec lui, puis de dire cette période-là, ne vous inquiétez pas, c'est comme s'il allait chez le dentiste ou s'il va ailleurs. Le cours d'éducation sexuelle, s'il vous donne l'agenda, ou le cours de CCQ, s'il ne vous le donne pas. Vous retirez votre enfant, vous le gardez avec vous, il est en sécurité, il retourne en classe une fois que le cours est terminé. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire. Ils ne peuvent pas rien opposer à ça. Ils peuvent vous faire peur en vous disant que vous n'avez pas le droit de tout ça, mais quand vous mettez votre pied à terre, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de vous empêcher de retirer votre enfant. C'est vous l'autorité ultime sur votre enfant.
et vous pouvez le retirer de la classe de cette façon-là. Et pour moi, c'était très important de le faire parce que c'est le protéger pas seulement de notions théoriques sur lesquelles on peut discuter avec notre enfant, c'est le protéger d'images, c'est le protéger de comportement, c'est le protéger de toutes sortes de choses qui peuvent le choquer ou le scandaliser. Moi, le professeur dans la classe de mon enfant se promenait avec des jouets sexuels et des pénis qu'elle mettait au bout de ses doigts, des jouets. Et elle se promenait dans la classe et elle pointait les élèves qui étaient très mal à l'aise. Euh, un adulte serait mal à l'aise aussi, pour plusieurs, mais là, c'est des enfants de 13 ans à qui on présente des jouets sexuels, puis on essaie de rigoler avec eux, puis parce qu'on constate qu'effectivement, ils sont très mal à l'aise. Alors, c'est une protection qu'on veut donner aux enfants de ce qui peut, dans certains cas, être pas carrément une agression sexuelle par le cours. J'ai une criminologue qui m'a parlé, j'ai partagé avec elle, et elle me disait qu'elle avait pris connaissance de certains cours par certains professeurs, parce que le sexologue enseigne un peu ce qu'il veut. Elle me disait, c'est carrément une préparation des élèves à entrer dans le monde de la prostitution ensuite. On les prépare carrément à ça. Alors, c'était un peu de tout ça que je voulais vous témoigner, de vous dire que c'est important de protéger votre enfant tout de suite. Alors, vous pouvez faire des démarches, mais vraiment, c'est protéger votre enfant tout de suite. Prenez les moyens pour, parce que c'est un véritable scandale ce qu'il se fait auprès des enfants. Et on a des moyens, on a des conseils, des directives, des expériences qui ont été faites par les parents qu'on peut vous communiquer sur ce qu'on peut faire pour protéger les enfants de ce qui est donné obligatoirement, en guillemets, dans les classes en ce moment. Alors, c'est un peu ce dont je voulais vous parler. Je pense que j'ai fait un peu tous les points que je voulais vous apporter. Si vous avez des questions tout à l'heure, je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci Jean-Léon. Je pense que plusieurs d'entre vous qui êtes là, présents, avez déjà fait face à ces situations-là dans vos classes, auprès de vos enfants. Oui. Alors, on va commencer la période de questions. Dans le clavardage, essentiellement, c'est un échange avec Abdou. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites, je vais vous faire suivre l'ensemble de la présentation d'Abdou, c'est ce qui est demandé. Il y a un autre organisme qui est ici présent, qui est à Québec. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont de Québec. C'est Regroupement des parents vigilants. Vous pouvez les retrouver aussi sur leur site web, rpv.qc, je pense. Hein? Corrigez-moi si je me trompe. Et rpvquebec.org. rpv.org.org. OK, merci. rpvquebec.org. Donc, Et Serge est là. Il est là, Serge. oui, oui, Serge. Donc, Serge, s'il veut prendre la parole. Là, au fond, à partir de maintenant, si vous voulez prendre la parole, pas refaire une conférence, poser des questions, demander des précisions. On attend beaucoup de vos témoignages, mais les témoignages, peut-être envoyez-les nous ou on peut les faire après. Mais là, essentiellement, ce qu'on voudrait, c'est permettre à tout le monde de poser des questions pour apporter des précisions sur les conférences qui ont été données. De façon à ce qu'en sortant de cette rencontre aujourd'hui, les parents qui sont là soient outillés pour pouvoir faire face à la situation. Donc, pour lever pour lever la main, vous avez un petit cœur en bas de votre écran. Vous avez un petit cœur en bas de votre écran, vous cliquez dessus et vous avez l'option « Lever la main ». OK? Et vous levez la main et à ce moment-là, on va vous donner la parole l'un après l'autre et vous pouvez préciser à quel des conférenciers vous voulez vous adresser ou à celui qui veut répondre. Donc, la période de questions est ouverte. Oui, Serge a levé la main. Bonjour tout le monde. J'aimerais juste mentionner que moi, je suis dans le regroupement des parents vigilants à Québec, là, le site que Abdou parlait et Isabelle aussi. On collabore avec Isabelle, c'est-à-dire qu'on s'échange d'informations depuis quelques semaines, déjà depuis peut-être le mois d'octobre. On essaie de coordonner nos actions le plus possible. Puis là, je vois qu'il y a une belle initiative là, qui se produit présentement, puis on va relayer cette information-là, c'est-à-dire
la visio qu'on fait là, je ne sais pas si ça va être publié, si elle va publier ça. Ça veut dire qu'on va faire une publication pour la relayer. Serge, On ton t'entend micro pas bien. fonctionne mal. On On t'entend pas t'entend bien. très mal. Ouais, il n'est pas terrible, hein, mon micro. Mais je vais m'approcher, c'est mieux. On ne te comprend pas, Serge. C'est une voix robot. Un peu, je fais sur le Bluetooth. Peut-être que c'est Et- l'appareil Bluetooth là, qui est. Là, Ok, ça doit ça y est, aller mieux. ça marche, oui. Ah, OK, c'est bon, excusez-moi. Alors, ce que je disais, c'est que le regroupement de parents vigilants aimerait relayer cette information-là, autant le PDF que Abdou a mis, peut-être en relayant un lien chez vous. Je sais, va falloir que je localise le lien chez vous pour le relayer. Oui. Je pense qu'Abdou me l'a envoyé. De même que cette visio-là, cette rencontre-là qu'on fait, ça va être intéressant de la relayer sur notre site, là, parce que l'information est très, très pertinente pour réagir, pour permettre aux parents de réagir à l'agression là, que les familles subissent. Puis nous, c'est tout à fait ça qu'on veut. On veut faire entrer les parents en action. On va travailler dans ce sens-là pour publiciser cette information-là. Alors, c'était un peu ça que je voulais juste mentionner là, puis en même temps nous présenter. Si les gens désirent venir voir ce qu'on fait, ben, On t'entend plus de nouveau, mais on a eu le Ça message. coupe. On a eu le message et oui, on va collaborer. Les informations vont passer d'un site à l'autre. On se réfère l'un à l'autre. Le regroupement de parents vigilants a des expertises, nous on en a d'autres. Et s'il y a parmi les gens qui sont là, des parents qui font partie d'un autre regroupement qui se mobilisent, n'hésitez pas à faire la promotion de votre regroupement. Euh, alors, ben, je vous remercie. Puis à Québec, on va avoir une conférence le oui, 9 oui. mars. Cette conférence-là va aller aussi à Montréal. On va vous envoyer l'information aussitôt que c'est confirmé. Merci beaucoup de votre travail. Merci Serge. Merci. Une autre question? Tout le monde se sent armé, outillé pour faire face à la situation dans la classe de son enfant, dans son école? Ou s'ils veulent témoigner également. Oui. S'ils veulent Alors, s'il n'y a pas de questions précises et que... Hop, une question. Oui. Oui, ma question, premièrement, je voudrais vous remercier pour toutes les formations qu'on a reçues. Et honnêtement, c'est vraiment choquant et c'est difficile à comprendre comment est-ce qu'une société est dégradée au point, comme M. Laffitte a mentionné, que les enseignants se promènent avec des jouets sexuels dans la classe pour les enfants. Euh, je me demande, y a-t-il moyen juste une réflexion, y a-t-il moyen d'influencer de diriger les classes, le sexe dans la classe vers plus des valeurs spirituelles traditionnelles. euh, Parce qu'on dirait que l'éducation que les enfants reçoivent, c'est l'encouragement, l'initiation à vivre une vie de débauche. Mais y a-t-il moyen d'influencer le contenu de ces classes-là, peut-être les ramener comme à des valeurs plus acceptable pour les gens qui veulent élever des enfants dans la religion. Est-ce que nos conférenciers veulent répondre? Ou l'un après l'autre? Jean-Léon, vas-y. Oui. C'est très difficile de changer le contenu à court terme parce que c'est vraiment des cours qui sont imposés par le gouvernement. Ce qu'on fait, nous, on a déjà parlé, les deux associations, au comité de sages pour émettre toutes nos objections à ce qui était enseigné en classe. Alors, le comité de sages, supposément, doit remettre son rapport au gouvernement. Ils ont été mis en place pour écouter les inquiétudes des parents. Alors, ça, le travail est fait. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que le gouvernement va être sérieux et va les écouter? On ne le sait pas. Alors, on continue notre travail pour sensibiliser les parents, les rassembler, puis faire pression sur le gouvernement pour faire reconnaître au gouvernement qu'il fait un abus de pouvoir en ce moment et que c'est nous l'autorité ultime sur ce qui est enseigné en classe, sur ces valeurs-là. Alors, on va faire tout ce qu'on peut, mais à court terme, c'est certain que le gouvernement ne tient compte de rien de tout ça. On va faire de notre mieux pour ça, en se rassemblant. Ok. Parfait, merci. Une autre question?
ou un témoignage. Moi, j'ai une Si, question oui, qui s'adresse à Jean-Léon. Alors, j'aimerais savoir, Jean-Léon, est-ce que l'histoire que tu as partagée, comme M. Machitra disait, est plutôt vraiment ahurissante et que si, je pense que, d'après moi, 97,2%, c'est pas scientifique, mais les Québécois, ça vraiment dirait que c'est totalement inacceptable. Je ne peux pas dire le pourcentage, mais en tout cas, je pense qu'on n'a pas besoin d'être croyant pour trouver que c'est terrible. Est-ce qu'il y a eu des efforts comment dire, de publiciser cette histoire-là? Est-ce qu'il Oui, y a eu des journalistes qui s'y sont intéressés? on est allé voir parce qu'effectivement, on se disait que c'était totalement inacceptable. On est allé au Journal de Montréal. J'ai rencontré un jeune journaliste pour lui témoigner de ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce journaliste-là, à la fin, m'a demandé où était le problème. Pour lui, Euh, c'était normal. Il faut dire que dans la propagande qui est faite dans les écoles, nous, on avait beaucoup de dépliants et d'affiches pour l'idéologie du genre. Et quand on regardait euh, ceux qui ont financé cette propagande-là dans les écoles, les deux des plus grands fournisseurs, c'était Cogeco Média et Québecor Média. Alors, c'est sûr qu'eux vont contre directement leur patron quand ils critiquent ce qui est enseigné dans les classes en ce moment. C'est financé par ces groupes-là. Puis, on a contacté une journaliste qui est très connue, une criminologue, je ne dirai pas son nom, qui devait faire un article pour raconter cette histoire-là. 2 jours avant que son article paraisse, elle nous indique que finalement, il ne paraîtra pas, qu'il faudrait peut-être qu'elle ait l'autre version, qu'elle rencontre les gens. Alors, je lui ai demandé quand est-ce que vous allez les rencontrer, la sexologue en question, la direction de l'école. Ah, je n'ai pas de date pour les rencontrer, je ne sais pas. Si jamais il y a quelque chose, je vous recontacterai. Mais sinon, je ne sais même pas si mon article va paraître à un moment donné. et puis, est-ce Alors, que informer M. Pellado, le propriétaire là, de Québecor, est-ce que ça a été, comment euh, dire, considéré? Moi, je ne sais pas. Je me dirais que peut-être que M. Pellado n'est pas au courant de ce que Québecor fait. on n'a pas tenté, on n'a pas. En fait, on a tenté de contacter tout ce qui est au niveau journalistique dans les différents journaux, la presse, Radio-Canada, Le Devoir. On a tous reçu les médias. aucune, ouais, tous les médias, on n'a reçu aucune réponse. Alors, on passe par les médias alternatifs. On a une chaîne de télévision, par exemple, qui s'appelle Théovox, qui est sur Internet, qui sont très bien outillés et qui ont relayé notre message. On est passé par TikTok. On a fait des petites vidéos de TikTok et on en a une en ce moment qui a été vue 111 000 fois, qui est le témoignage que je viens de donner. Hmm. Puis, normalement, on se disait quand tu as une vidéo cartonne qui est très populaire comme ça, les médias vont rejoindre, vont aller chercher ça puis en parler. Mais là encore, la censure des médias de masse est omniprésente. Alors, on fait tout le travail pour rejoindre les autres médias. On est prêt à parler de n'importe quand. On a envoyé à différents journalistes, Richard Martineau, Patrick Lagacé, Sophie Durocher. On leur a tous écrit pour leur demander on leur a dit on a des choses à dire, on veut être entendu. Ah. Aucune réponse, même pas de réponse. Alors, c'est. Cynthia vient de mettre dans le chat, j'aimerais avoir la vidéo TikTok. Je suis d'accord, mais Oui, moi aussi, j'aimerais l'avoir, mais j'aimerais Alors, l'avoir sur plateforme YouTube, s'il vous plaît. Parce que je ne vais allez, pas sur TikTok, je regrette, là, mais c'est trop pour moi, TikTok. vous allez sur notre site web et sur la page d'accueil, vous allez avoir tous les liens vers nos réseaux sociaux. Ouais, mais pouvez-vous le mettre ici dans le chat aujourd'hui, peut-être? Ce peut-être serait Euh, gentil. Merci beaucoup. Merci, Jean-Léon. vrai. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a peut-être des gens qui sont timides, qui interviendraient peut-être si les micros sont ouverts. C'est juste une suggestion ah, tantôt. Si on ouvre les. on va peut-être conclure officiellement et si des personnes veulent parler après, peut-être parler. On va arrêter l'enregistrement. Avant d'arrêter de passer au mot de la fin et d'arrêter l'enregistrement, est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des questions à poser? Ah, je vois juste que Abdou a mis Oui, le lien il a mis le TikTok lien. sur le chat. Oui, C'est merci. ça. Merci Abdou pour toute la technique, toutes les réponses aux
de regarder dans le clavardage. Abdou a mis beaucoup d'informations. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions de personnes qui veulent parler avec l'enregistrement, on va demander à Lucas, qui est un autre de nos membres de PPNE, du membre du conseil d'administration, de donner les mots de la fin, après quoi on va arrêter l'enregistrement, ouvrir les micros. Et là, il faudra éviter le brouhaha, essayer de se respecter, mais on pourra échanger plus librement. Donc, Lucas, à toi. Oui, bonjour. Je suis dans le vert pour changer un peu avec la neige. Mais pour conclure, ce serait bien d'avoir toutes vos réactions, mais en tout cas, en tant que EPPNE, nous sommes tellement ravis qu'on ait une vingtaine de personnes ici, parce que, comme on a dit, c'est ensemble pour protéger nos enfants. Le mot ensemble est tellement important et on l'a répété souvent, c'est ensemble et en élargissant le cercle. Comment on peut élargir ce cercle puisque les médias ne vont pas nous soutenir? Eh ben, c'est en parlant avec d'autres, mais il y a aussi le fait que vous pouvez aller sur le site eppne.ca. Alors, sur ce site, vous pouvez trouver tous les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook. Il suffit de cliquer là-dessus, Instagram, X, voilà, tous les réseaux sociaux pour nous suivre. Mais déjà, dans le site, vous avez aussi le formulaire dont Abdou nous a parlé si bien, le formulaire d'accommodement. Voilà. Donc, ça, c'est une autre façon pour exprimer notre droit, comme Titine l'a expliqué, notre droit et notre devoir de notre autorité parentale. On veut pas laisser, on ne veut pas donner l'avantage à notre gouvernement qu'on soit silencieux, comme disait Jean Léon si bien. Alors voilà. Maintenant, une chose très importante que on voudrait vous demander, vous supplier, s'il vous plaît, si vous avez des témoignages, faites-nous les parvenir. Ça peut être un témoignage simplement avec le téléphone où vous parlez. Si vous ne voulez pas que vous faire connaître, vous pouvez et, juste faire un enregistrement audio, hein, ou bien et cet enregistrement audio, on peut falsifier, comme dit, on va pas reconnaître votre voix, on a cette possibilité. Et voilà, ça serait bien une vidéo ou une audio. Et sinon, écrivez-nous aussi, c'est toujours bien. Voilà. Donc, encore merci à vous tous et ensemble, on va continuer. Et que vous avez, on va vous aider pour la procédure, pour aller de l'avant ensemble. N'hésitez pas, on va vous aider. Contactez-nous à travers notre site. Voilà. Merci.